Merci, chers amis, mesdames et messieurs. Je voudrais réfléchir avec vous à cette question que le monde aujourd'hui se pose. Est-ce que les personnes trisomiques doivent être particulièrement protégées et défendues? Et nous verrons que la réponse n'est pas évidente. Et j'essaierai de répondre en 4 points. 2 observations factuelles tout d'abord, et ensuite 2 tentatives d'explication. Première observation factuelle. Oui, les personnes touchées par la trisomie doivent faire l'objet de plus d'attention. Mais on peut dire que nos sociétés, de ce point de vue, sont en progrès. Les personnes trisomiques font l'objet d'une politique dite inclusive qui semble commencer à porter ses fruits. Elles sont mieux scolarisées. Le monde du travail essaye de s'ouvrir à elles. Elles sont surtout plus visibles. On n'hésite plus à les montrer sur les écrans de télévision, de cinéma. Elles font même de la publicité. Et l'illustration la plus récente pour le monde francophone est cette jeune fille, Mélanie, que vous avez vu présenter la météo sur une chaîne française et dont l'impact médiatique a été très élevé. Nos sociétés inclusives s'adaptent donc aux différences de la personne et vont au-devant de leurs besoins. Et le but est en train d'être atteint quand, effectivement, le handicap s'efface devant la personne. Déjà, il y a 20 ans, vous vous souvenez peut-être, il y avait un film qui s'appelait Le 8e jour, fait par un réalisateur belge, et où l'acteur trisomique, qui s'appelle Pascal Piquen, redonnait le bonheur à Daniel Auteuil, acteur français, non trisomique. Et à l'époque, déjà, on disait « Voyez comme le regard de la société a changé sur les personnes handicapées. » Mental. C'était il y a 20 ans. Ce mouvement de bienveillance universelle envers l'autre, dans sa diversité, dans notre monde, ne cesse de progresser et, au fond, il suffirait de suivre le mouvement de ce monde qui marche lentement, mais inéluctablement vers ce progrès social que nous appelons de nos voeux. Donc, première observation, on peut dire que la société inclusive a fait des progrès, qu'elle avance et qu'il n'y a qu'à suivre la marche. Deuxième observation. Parallèlement au développement de cette société inclusive, il faut noter en même temps un développement dans un autre domaine qui n'a rien à voir, qui est celui des technosciences. Or, des procédés aujourd'hui révolutionnaires, fondés sur une découverte très belle, qui est la découverte de fragments de génome du fœtus dans le sang de la maman qui porte son enfant. Cette découverte permet de décrire effectivement avec précision le patrimoine génétique de l'enfant attendu. C'est une découverte révolutionnaire qui est récente. Et cette information permettra à la mère d'exercer son choix, de poursuivre ou non sa grossesse, plus librement qu'avant, dans la mesure où le diagnostic sera posé avec sûreté, efficacité, rapidité, précocité et confort. Et ces nouveaux tests ont été développés par des biotech capitalistes de la côte ouest des États-Unis sur des fondements explicitement capitalistes et, je dirais, un peu caricaturicalement capitalistes. Premièrement, le dépistage de la trisomie 21 est un mal nécessaire. Et deuxièmement, c'est une formidable opportunité de marché, puisque ça concerne la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les femmes qui vont attendre un enfant et à qui on va pouvoir donner cette personne ou les vendre. Cette formidable opportunité de marché, elle a été évaluée par les firmes de la côte ouest des États-Unis à une dizaine de milliards de dollars, ce qui équivaut au créneau de gains que l'on peut trouver pour d'autres pathologies très importantes. Ces nouveaux tests seront ou sont achetés par des systèmes de santé étatiques qui y verront un moyen de réaliser des économies sur la prise en charge des personnes handicapées. Il faut quand même dire les choses, ça a été calculé, on a en France des calculs, par exemple, du coût d'une personne handicapée pendant toute sa vie, sachant que la durée de sa vie augmente maintenant dans des conditions meilleures. Ces tests seront prescrits par des médecins, de la médecine libérale ou hospitalière, qui les présenteront comme des progrès médicaux à des femmes qui les accepteront librement.
nous savons très bien que nous sommes dans des sociétés de liberté, que personne ne poussera les médecins à forcer les femmes à acheter ou prendre ces tests. Le risque, mais encore une fois, je me place d'un point de vue objectif, le risque, mais est-ce un risque ou une chance? Cela dépend des auteurs qui s'expriment sur le sujet, et que la trisomie disparaîtra complètement avec les trisomiques, puisque l'usage de ces tests est une révolution dans la mesure où il facilite le dépistage en le débarrassant de ces inconvénients actuels que tout le monde connaît, puisqu'ils sont longs, ils sont incertains, et qu'ils se terminent par l'amniosynthèse, qui est un geste technique iatrogène qui comporte des risques de fausse couche liés à ce geste. On va vers une élimination de l'amniosynthèse, et évidemment le fait de faire une prise de sang à 8 semaines de grossesse change complètement la question du dépistage anténatal. Et malheureusement, nous savons que tous les chiffres montrent que la quasi-totalité des diagnostics positifs sont suivis par des interruptions médicales de grossesse. Donc à terme, bien sûr, il n'y aura plus de personnes touchées par la trisomie 21. Et ceci, encore une fois, dans des sociétés de liberté et non pas des sociétés coercitives. Alors, vous voyez que ce dernier point, qui est l'objet du livre que je viens de publier, qui s'appelle « Les premières victimes du transhumanisme », vous voyez que nous sommes en face d'une double évolution que j'ai décrite à travers ces deux points, deux évolutions en sens contraire. Après la naissance, l'inclusion progresse et elle donne la priorité à la personne sur le handicap. Et puis, avant la naissance, l'exclusion progresse parce qu'elle donne la priorité au handicap sur la personne. Alors, troisième point, ces deux observations objectives sont-elles contradictoires et peuvent-elles coexister? Apparemment, ces deux observations semblent contradictoires. En fait, ce n'est qu'en apparence qu'elles sont contradictoires, mais je vais montrer qu'elles peuvent parfaitement coexister. Certains s'en affligeront, d'autres s'en féliciteront. Et comment expliquer ce phénomène étonnant qui passe de la répulsion à l'amour, en fait, ou de l'amour à la répulsion? Alors j'emprunterai une première explication au philosophe français que vous connaissez, qui s'appelle René Girard, qui est mort il y a quelques années, et qui a beaucoup développé dans son œuvre sur la violence et le sacré, la question de la victime émissaire. En français, on dit le bouc émissaire. Il explique les choses de la manière suivante. Il dit, dans la quête du bonheur terrestre, physique, immédiat, qui caractérise les sociétés modernes, l'enfant trisomique, je le cite, collectionne les accusations stéréotypées et donc les signes de la victime. En effet, son dysmorphisme s'oppose à la beauté, ses pathologies contrarient la santé, son vieillissement prématuré est une injure à la jeunesse, son inutilité va contre l'intelligence, sa dépendance est contraire à l'échec, etc., etc., etc. Vous voyez bien que ce sont des accusations, bien sûr, qui sont fausses, qui sont injustes, et les personnes trisomiques 21 qui ont pris la parole en apportent la démonstration évidente. J'ai rencontré plusieurs personnes jeunes trisomiques 21 qui sont trilingues. Moi, je ne suis pas trisomique, mais je ne suis pas trilingue du tout. Donc, je veux dire, vous voyez bien à quel point ces accusations sont fausses. Il n'empêche que, pour certains, et c'est ça le raisonnement tenu par le philosophe René Girard, si pour certains aujourd'hui dans la société, l'enfant trisomique porte en lui le principe du malheur, le malheur de la société, le malheur de la famille, le malheur du couple, alors c'est le sacrifice de sa vie qui rétablira le bonheur. Si on supprime l'enfant trisomique 21, on rend le bonheur à la famille menacée, on rend le bonheur à la famille menacée par le bonheur, par le malheur de la trisomie 21. Ainsi, ça s'explique que l'on puisse passer de l'exclusion à l'inclusion et de la répulsion à l'admiration. Et la victime trisomique, la personne trisomique fait donc l'unanimité contre elle avant la naissance, et c'est tout le développement des tests qui tentent à montrer à la famille qui attend un bébé que ça va être quand même très très dur, donc l'unanimité contre elle, et la personne trisomique fera l'unanimité autour d'elle après la naissance, parce que finalement on se dit, finalement, c'est quand même un petit peu injuste l'attitude qu'on a vis-à-vis d'elle, et ça vaut bien la peine de les faire passer à la télévision ou à la radio, leur faire de la publicité. De toute manière, les familles, en gros, n'en veulent pas. Donc, s'ils sont à la télévision, ils sont là, mais ils ne sont plus finalement vraiment dans la société.
Et donc, ces déclarations incantatoires en faveur des personnes handicapées sont d'autant plus enflammées qu'on fait tout pour qu'elles ne naissent pas. Et de ce fait, on peut tenir ces discours contradictoires. Et les personnes trisomiques n'ont jamais été aussi présentes sur les plateaux et sur les tréteaux que depuis qu'elles disparaissent des berceaux dans une sorte de phénomène de compensation, avec encore une fois ce rôle de victime qui est tenu par les personnes touchées par la trisomie 21 et qui arrange au fond tout le monde. Alors, quatrième point, cette explication philosophique que je viens de donner est probablement trop élaborée pour nos contemporains et pour l'opinion publique, qui n'ont sans doute pas conscience de sa profondeur et de sa justesse. C'est vrai que le philosophe René Girard est difficile à lire. Mais on peut le reformuler autrement et plus facilement dans la pensée libérale qui sous-tend notre système politique et économique. Que ce système soit de droite ou qu'il soit de gauche, notre système politique et économique est intrinsèquement libéral. C'est-à-dire qu'il a abandonné volontairement, consciemment, explicitement toute norme extérieure et supérieure aux propres normes qu'il se donne lui-même. Et il s'interdit par principe d'avoir des principes et d'imposer aux individus telle ou telle conception de ce que serait une vie bonne. Chacun étant libre d'adopter la vie la plus conforme à son bonheur personnel, pourvu qu'il n'empiète pas sur le bonheur d'autrui. L'État libéral ne pense donc pas, et je reviens à la citation que disait Clotilde tout à l'heure, pourquoi l'État nous met dans cette situation contradictoire, il devrait nous aider, en fait il ne nous aide pas. Mais c'est que l'État libéral ne pense pas. Et il essaye simplement de maintenir l'équilibre des libertés rivales par le droit et en fonction des priorités fixées par le marché. Donc ce n'est plus vraiment un gouvernement des hommes, mais c'est une administration des choses. Et le nombre croissant des questions de société qui lui sont posées par la technoscience, par l'évolution des mœurs, conduit l'État en fait à faire régulariser massivement tous les comportements, fussent-ils contradictoires, les faire régulariser par les droits, faute d'être capable de les résoudre de manière cohérente. D'où cette floraison de droits individuels reconnus en même temps par la loi et protégés par le juge. Et voilà pourquoi nous constatons en même temps des dispositions en matière d'inclusion qui favorisent les personnes handicapées dans la société, et en même temps des dispositions relatives à leur exclusion avant la naissance, qui répondent plutôt au droit des femmes à disposer de leur corps. Alors avec ce phénomène de la mondialisation économique, en réalité c'est le marché qui fixe les priorités. Et le marché a créé explicitement une offre de tests eugéniques qui sont très performants et qui créent une demande qui va s'exacerber dans la population féminine et dont la satisfaction sera organisée par l'État, par le droit, dans une neutralité parfaite et au nom de l'égalité d'accès de toutes les femmes à la santé reproductive, sous peine de sanction par le juge. Et on a vu récemment dans différents pays le juge sanctionner des médecins qui n'avaient pas donné aux femmes toutes les indications anténatales sur la situation de santé de leur enfant. Et ces médecins ont été condamnés. Et ça s'est passé en France, mais également dans d'autres pays anglo-saxons. Donc on voit bien que le droit et le marché se sont substitués, et la technique se sont substitués au bien et au mal, dont la frontière est complètement floue, et s'est substitué à la vertu des citoyens aussi. Donc l'État libéral a passé la main, il ne décide plus de rien, et c'est le marché qui a décidé pour lui. Il se contente de satisfaire les droits individuels, sous le contrôle du juge, qui arbitre désormais, toujours en faveur non pas de ce qui est juste, mais de ce qui constitue un progrès. En conclusion, je voudrais dire que mes constats ne veulent pas être pessimistes, ils sont objectifs. Et tant que nos démocraties ne reconnaîtront pas ce que les anciens appelaient les lois non écrites de la cité, des lois non écrites qui sont supérieures, qui s'imposent aux démocraties, et tant que nos démocraties vont sous-traiter leurs problèmes à la force libérale d'un droit, d'un marché ou d'un développement technoscientifique qui se moque de la justice, rien ne changera et tout peut être autorisé de manière contradictoire. On peut même faire croire qu'une femme enceinte n'attend pas d'enfant si son projet parental ne correspond pas vraiment à son choix. Alors nous aurons encore de temps en temps des Mélanie qui présenteront la météo à la télévision pour nous donner bonne conscience. Et puis un jour, et bientôt, il n'y aura plus de Mélanie qui présenteront la météo à la télévision. En revanche, il y aura toujours
des rentes versées aux laboratoires pharmaceutiques et indexées sur le génocide permanent des enfants trisomiques avant la naissance auprès d'une population captive, qui est la population des femmes enceintes, à qui il est toujours facile de faire peur, surtout quand ce système est proposé par un État libéral et une médecine libérale. Donc ce sont eux qui sont, c'est le titre du livre que j'ai écrit, ce sont eux qui sont les premières victimes du transhumanisme, les personnes touchées par la trisomie 21, et c'est la raison pour laquelle la Fondation décide de ne pas les abandonner, ni sur le plan médical, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan juridique. Comme disait le professeur Jérôme Lejeune, il n'y a pas de solution technique à la folie des hommes. Et je reprends ce que disait Denise tout à l'heure, l'endroit le plus sûr du monde, c'est-à-dire le ventre d'une femme, ne doit pas devenir l'endroit le plus dangereux. Car le monde sans la trisomie 21 serait invivable, parce que ce n'est pas nous qui protégeons les personnes trisomiques 21, mais en réalité, ce sont elles qui nous protègent. Je vous remercie de votre attention.